Il est 20h sur les antennes de la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Grave accident ce samedi sur l'autoroute à péage. Un car Ndiaga s'est renversé. Pour l'instant, le bilan fait état de 2 morts. Les travailleurs de la société de conserverie inquiets quant à l'avenir de l'entreprise. Selon eux, elle est au bord du gouffre et a perdu près de 5 milliards de francs CFA en 3 ans. Une situation critique alors qu'en 2013, un repreneur coréen annonçait la relance de l'entreprise. Dans cette édition, nous recevrons Madame Armen Babon, historienne, chercheure et maître de conférences. Elle travaille depuis une quinzaine d'années à rétablir la vérité sur le massacre de Thiaroye. Le bilan officiel fourni par la France faisait état de 35 morts et de 35 blessés. La vérité semble bien différente. Selon le professeur Rokhaya Fall, la vérité, l'histoire mérite d'être réécrite. Le PVD appelle à voter non au référendum du 20 mars prochain. Le parti dirigé par Serine Modou-Kara ne se retrouve pas dans le projet de réforme constitutionnelle. Le Parti de la Vérité pour le Développement dit travailler sur une nouvelle constitution. Le Mataï de Moustapha Niasse suscite la polémique des propos que le président de l'Assemblée nationale a tenus hier, vendredi, pour témoigner son soutien au président Macky Sall. Une sortie que le journaliste consultant Adama Gaye qualifie de dérapage. Comment renforcer l'indépendance de la magistrature au Sénégal? C'est le titre de l'ouvrage du juge Babacar Ngom. La séance de dédicace a eu lieu ce samedi. La rédaction était sur place. En fin d'édition, nous partirons à la découverte de la communauté balante vivant en Casamance, dans la région de Kolda. Les balantes représentent 3% de la population au Sénégal. Abdoulaye Diallo s'est rendu dans cette ethnie originaire de la Guinée-Bissau. Voilà pour les titres de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Grave accident ce samedi sur l'autoroute à péage. Un car Ndiaga s'est renversé. Pour le moment, le bilan fait état de 2 morts. Nous reviendrons sur cet événement avec nos reporters. En attendant, nous avons en notre possession une vidéo tournée à l'instant qui montre la violence du choc. Je vous propose de la regarder. Voilà un accident sur lequel nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Détresse des travailleurs de la Société de conserverie d'Afrique. D'après eux, l'entreprise est au bord du gouffre et a perdu près de 5 milliards de francs CFA en 3 ans. Pourtant, le 3 octobre 2013, un repreneur coréen annonçait la relance de l'industrie. Qu'en est-il vraiment? Élément de réponse avec Charti Diandion. Après la relance de la filière tonnière avec la Société de conserverie en Afrique SA en 2013, syndicalistes délégués permanents avaient retrouvé le sourire. Aujourd'hui, la situation est tout autre. L'espoir des travailleurs fond comme beurre au soleil. Nous sommes à 4 milliards de pertes cumulées sur les 3 ans. On est inquiet parce que des Coréens sont arrivés depuis 3-4 ans pour reprendre une ancienne entreprise, la SNCDS. Et aujourd'hui, compte tenu de l'espoir que cela avait suscité en termes donc de création d'emplois, mais aussi de la filière tonnière, de sa relance et de la position du Sénégal dans cette filière, on est vraiment déçus. Et pourtant, à l'inauguration de la société SA, le repreneur avait promis de créer 3000 emplois. D'après les travailleurs, l'effectif de la boîte tourne autour de 400. Sur le projet, globalement, nous allons atteindre sur les 3 ans 3000 emplois, mais nous sommes à 400 emplois. Nous sommes à 400 emplois, dont les journaliers et journalières, dont les intérimaires. Donc les permanents ne font pas 100 personnes. Voilà les problèmes que nous rencontrons. Nous disons donc que c'est un échec. Selon toujours le personnel, Escasa est un échec total sur tous les plans. Il n'y a pas de production correcte. Nous sommes sur un projet de 200 tonnes jour. Nous produisons 25 tonnes jour. Vous voyez le gap. Escasa a été confié à un repreneur coréen du groupe Donwong. Objectif, reconquérir le marché africain en matière de conserverie.
Le secrétaire général de la FGTS à Saint-Louis dans le cadre d'une tournée syndicale. Ce samedi, il a déclaré que les travailleurs agricoles sont dans le désarroi face à une convention collective qu'il qualifie de désuète. Sidi Ndiaye appelle le gouvernement à régler le problème. Opération de désencombrement dans la commune de Ngor. La mairie a détruit un garage mécanique, une quincaillerie et une gargote. Sur place, on accuse la mairie de ne pas avoir respecté le délai de sommation. En colère, ces commerçants déclarent avoir perdu des millions d'économies. Pape Faraning et Modou Diop. Nettoie ces grandes avenues. Des millions d'économies parties en l'air. Les victimes sont dans tous leurs états. La mairie n'a pas respecté la sommation. Elle a tout détruit. Nous avons perdu des millions. Les agents ne nous ont même pas donné le temps de prendre nos bagages. Ils ont tout emporté. Ils ont tout détruit. Nous n'avons même pas eu le temps de prendre nos bagages. Le maire balaie d'un revers de main ces allégations. Il estime que ces commerçants sont de mauvaise foi. Quand ils disent ça, ils ne sont pas de bonne foi. Parce que nous avons donné une sommation qui date d'1 mois. Et auparavant, on a eu déjà à leur donner des sommations il y a déjà 6 mois de cela. Alors quand on a voulu répéter, et ils sont restés, quand on a voulu répéter donc l'opération, on est allé les voir pour leur dire d'enlever leurs affaires. Parce que nous allons arriver et nous allons tout prendre. Alors, si par la suite ils disent que nous les avons enlevés sans les avertir, c'est tout à fait faux. Les propriétaires de ces places d'affaires accusent le maire de discrimination. Le premier magistrat de la commune d'Ngor refute. Cette voiture, elle appartient à un Ngorois, mais les agents préfèrent prendre les affaires des étrangers et ce n'est pas du tout normal. C'est totalement faux. Et nous ne faisons pas de discrimination, ni de Ngor, ni de Bawal, ni de Djola, ni de Toukoula. Tout le monde va partir. Tous les gens qui font des occupations irrégulières au niveau de la commune ou ceux qui font des baraquements irréguliers dans la commune. La mairie d'Ngor va poursuivre les déguerpissements toute la semaine. Elle ne compte pas reculer sur cette lancée. À présent, nous parlons du massacre du camp de Tiaroy, un drame qui a toujours été présenté comme une rébellion armée d'ex-prisonniers de guerre. Depuis ce tragique événement, certains détails semblent avoir été occultés. Aujourd'hui, la vérité sur les événements du 1er décembre 1944 est sur le point d'être dévoilée. Selon le professeur Rokhaya Fall, l'histoire mérite d'être réécrite. Aïssa Toupaï. Mutinerie ou massacre prémédité, répression sanglante ou rébellion. Beaucoup de zones d'ombre, flous, persistants, les événements sanglants du camp de Tiaroy, toujours dans les esprits. Les recherches continuent pour qu'éclate enfin la vérité. Madame Armelle Mabon a réfuté la thèse de la mutinerie et a parlé d'une entreprise qui était préméditée. Elle se fonde là-dessus sur des arguments extrêmement sérieux. Je pense que ces arguments doivent être examinés. Et elle souhaite même qu'il y ait une révision éventuelle du procès. Nous avons aujourd'hui suffisamment d'informations pour que peut-être dans un avenir très proche, nous puissions enfin savoir ce qui s'est réellement passé. Par ailleurs, le professeur Rokhaya Fall souligne que ces nouveaux éléments de l'enquête sont plus qu'une quête de la vérité. Ils sont une porte à franchir pour une page de l'histoire sénégalaise. Tiaroy 44 fait partie de notre histoire. Ça fait partie des blessures de l'histoire du Sénégal. Non seulement connaître la vérité, mais connaître la vérité de cette histoire telle qu'elle nous a été présentée a des faces cachées. Si on ne connaît pas son histoire, il est difficile, comme j'ai l'habitude de le dire, d'avancer, de se projeter dans l'avenir. Le massacre a été sanglant. Pour rappel, le 1er décembre 1944, 35 tirailleurs ont été fusillés, 35 blessés et 34 condamnations. D'après certaines sources, les chiffres sont très en dessous de la réalité. 70 ans après, les recherches se poursuivent pour réparer une injustice. Au-delà même de la vérité, c'est l'histoire d'un peuple qui va être réécrite.
Et avec moi sur ce plateau, Madame Armen Mabon. Merci Madame d'être avec nous. Vous êtes historienne, chercheur et maître de conférences et vous êtes en visite au Sénégal. Vous êtes également l'auteur de Prisonniers de guerre indigènes, visage oublié de la France occupée, un livre publié en 2010. Dans cet ouvrage, vous mettez en lumière le massacre de Thiaroye. Depuis en fait une quinzaine d'années, vous faites un travail de recherche approfondi sur cet événement qui remonte au 1er décembre 1944. Ce jour-là, des travailleurs sénégalais qui revendiquaient leur solde se sont fait abattre par l'armée française. Alors qu'on présentait ce massacre comme une simple mutinerie et une rébellion armée d'ex-prisonniers de guerre, la vérité commence à éclater et cela, c'est en partie grâce à vos recherches. Le bilan officiel fourni par la France fait état de 35 morts et de 35 blessés. La vérité semble être beaucoup plus effroyable. Oui, c'est même presque impensable, puisque tous les rapports font état de ces 35 morts et 35 blessés, mais quand on questionne les sources et qu'on confronte les différentes archives, et surtout qu'on va voir ailleurs, c'est-à-dire par exemple les archives à Londres, on s'aperçoit en fin de compte qu'il y a eu une diminution du nombre de rapatriés, c'est-à-dire qu'au lieu de... Ils n'étaient pas 1300 comme dans l'acte d'accusation pour le procès ou dans les différents rapports présentés, et qu'on trouve au service historique de la Défense, mais ils sont donc, on a dit, les autorités françaises ont diminué le nombre de rapatriés pour camoufler certainement peut-être 10 fois plus de morts qui ne sont pas donc au cimetière militaire de Thiaroye, mais qui sont dans des fosses communes. Et c'est pour ça que pour s'approcher un peu plus de la vérité, je pense qu'il est indispensable d'exhumer les corps et de les mettre dans une sépulture digne au cimetière. Avant d'aller jusque-là, alors comment est-ce que ça s'est passé votre travail de recherche? Comment est-ce que vous avez fait pour réunir des preuves qui aujourd'hui commencent à prouver justement que tout n'a pas été dit sur le massacre de Thiaroye? Alors, c'est pas vraiment des preuves, puisque les preuves, elles sont peut-être justement dans les fosses communes, entre autres. Moi, j'ai fait un travail de consultation d'archives. Tous les rapports des officiers, je les ai confrontés. J'ai interrogé les sources, surtout la véracité. Est-ce qu'il semble que ces documents sont vrais Et en fait, j'ai pu mettre à jour comme ça des documents considérés comme officiels, mais falsifiés, afin de prouver... les autorités à l'époque ont essayé de mettre toute une stratégie, une machination, comme pour l'affaire Dreyfus, afin d'essayer de montrer que c'était bien une rébellion armée, alors que c'était des hommes désarmés, pour aussi surtout montrer qu'ils avaient des revendications illégitimes. Donc moi j'ai retrouvé des circulaires officielles qui ont été écrites exprès 3 ou 4 jours après le massacre, pour essayer de faire croire qu'ils avaient reçu tout leur dû, alors qu'ils avaient été spoliés de leur solde de captivité. Alors là, on parle de la France qui aurait justement choisi de dissimuler de nombreuses preuves par rapport à ce massacre. Alors pourquoi les autorités françaises n'ont jamais accepté de voir la réalité en face? Alors, je peux émettre que des hypothèses, parce qu'effectivement, 70 ans après, cela paraît aberrant que les historiens et tout citoyen intéressé par l'histoire de Thiaroye, nous ne parvenons pas à accéder aux archives les plus proches de la vérité, qui n'ont jamais été classées ni envoyées au service historique de la Défense à Paris. Elles sont restées à Dakar, mais pas du Sénégal. Elles sont conservées dans un endroit gardé secret. Auquel vous n'avez pas accès. Je n'ai pas accès. Je suis venue exprès à Dakar avec un avis favorable de la Commission des accès aux documents administratifs pour voir ces archives. Et pour l'instant, donc, elles nous échappent. Je pense que ce qu'il y a dans ces archives, au-delà du nombre de morts qui doit être très très important... Vous diriez vous avez un chiffre? Moi, dans le décompte que j'ai fait, il manque entre 300 et 400 hommes. D'accord. Par rapport aux 35 annoncés dans le bilan officiel fourni par la France. Ça sera le décompte. Je suis sûre qu'à Dakar, quelque part, auprès des autorités françaises, pas sénégalaises, il y a forcément le bilan des victimes, le nom des victimes, le nombre de rapatriés, le calcul des soldes de captivité spoliés. Tout ça doit figurer. Où sont ces archives exactement? Vous nous dites au Sénégal, pas forcément à Dakar. Qui les garde? Qui a à la main? C'est au sein des autorités françaises. Elles ont été conservées jusqu'en 2010-2011 au sein des forces françaises du Sénégal. À leur dissolution, elles ont été acheminées quelque part. Vous ne savez pas où?
Il y a eu une réunion importante en 2010 avec l'ambassadeur de France. C'est pour ça qu'on peut estimer qu'elles ont peut-être été mises. Vous avez vu M. Paganon peut-être pour essayer de... Non, j'ai vu le premier conseiller de l'ambassade de France, mais qui lui vient d'arriver, donc il n'est absolument pas au courant de toute cette histoire. Mais il faudra bien que ces documents soient consultables, mais pas que par les historiens, par tout citoyen, par toute personne. Mais justement, Madame Mabon, apparemment, certains documents auraient mystérieusement quitté les archives françaises. Donc il y a une véritable dissimulation. Alors, je pense que les archives qui sont en France, elles sont accessibles sans difficulté. Par contre, ce qui manque, c'est celles justement qui ont été triées il y a 70 ans et qui n'ont jamais été ni répertoriées ni classées. Et moi qui ai consulté tous ces fonds d'archives, on sait très bien que l'armée sait compter, l'armée sait faire des listes. Moi j'ai retrouvé quand même 5 dossiers de victimes dans les archives du service historique de la Défense avec des actes de décès. C'est donc qu'ils ont bien établi la liste des victimes. Et celle-là, elle est quelque part. Il faut la retrouver. Et pour donner un nom à chaque victime, c'est très important. C'est un devoir de mémoire. Moi, j'ai fait mon travail d'historienne. Maintenant, c'est à la société sénégalaise et même des ex-territoires de l'AOF de se réapproprier cette histoire et de continuer à avancer. Madame Mabon, même après la visite de François Hollande au Sénégal, les autorités françaises qui qualifient d'épouvantable le massacre de Thiaroye, est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il s'agit d'un mensonge d'État ? Oui, c'est un mensonge d'État. Il a été mis en place dès 1944-1945 avec le procès à charge pour condamner les innocents. Mais en 2014, quand François Hollande a fait son discours, il a bien annoncé que les victimes n'étaient pas enterrées au cimetière, mais qu'on ne savait pas où était l'endroit de leur sépulture. Alors que s'il a fait cette annonce-là, c'est que les autorités françaises savent où sont ces fausses communes. Et par rapport à ces fausses communes, alors parlons-en. Il y a des informations qui circulent et qui parleraient de l'autoroute à péage. Alors qu'est-ce que c'est exactement ? Effectivement, moi j'ai retrouvé un plan aux archives des Outre-mer, donc à Aix-en-Provence, où il y a des pointillés qui semblent correspondre à une des fosses communes. Mais ce n'est pas du côté de l'autoroute à péage, c'est un endroit qui n'a pas été ni urbanisé, où il n'y a pas eu de construction d'autoroute. Et c'est devenu un dépôt d'ordures. Mais il y a une autre fosse commune qui est certainement au sein même du cimetière militaire de Thiaroye. Voilà. Mais c'est vrai que pour revenir à ce que disait François Hollande, il faut absolument retrouver ces fosses communes. Il faut, c'est pour la mémoire, pour ces victimes, et pour les familles qui attendent qu'un signe fort, c'est important. Mais c'est vrai que François Hollande a dit que ces hommes s'étaient rassemblés d'eux-mêmes pour réclamer leur dû. Non, ces hommes ont été rassemblés sur ordre des officiers devant des automitrailleuses qui ont tiré sans qu'il y ait eu aucune manifestation de violence et ils n'étaient pas armés. Et en plus, ils étaient complètement désarmés. Donc, non, ce n'est pas une rébellion armée. Oui, c'est un massacre prémédité avec spoliation des soldes et un mensonge d'État. Et un mensonge d'État qui continue jusqu'à aujourd'hui. Ça ne sert plus à rien. Il faut absolument que chacun prenne ses responsabilités. Moi, j'ai fait mon travail d'historienne aux politiques sénégalaises au Sénégal, mais aussi en France, de faire en sorte qu'on puisse enfin dire ce qui s'est passé. C'est important on peut pas apaiser des cicatrices, on peut pas avec un mensonge, c'est pas possible. Ce que je trouve assez étonnant mais ce qui est très bien, c'est que vous êtes française, d'origine française, vous êtes là pour faire un travail de recherche sur des victimes sénégalaises et la France serait responsable de ce massacre. Mais alors les autorités sénégalaises, elles vous soutiennent. Pourquoi est-ce que je veux dire ce ne sont pas elles aussi qui portent ce message, qui font ce travail de recherche là? Alors, moi, je crois beaucoup à la société civile au Sénégal, mais aussi au Mali, au Burkina, parce que ça ne concerne pas que le Sénégal. Je pense que c'est eux, notamment, tout ce qui est fait avec la communauté artistique qu'il y a à Thiaroye. Je crois que c'est eux qui vont amorcer un mouvement de revendication importante. Et les politiques... Vous avez été reçu par des politiques Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. J'espère pouvoir expliquer effectivement à Macky Sall, par exemple, qu'est-ce que c'est que Thiaroye, à partir de mon travail d'historienne. Mais Macky Sall doit savoir, doit être au courant du massacre de Thiaroye. Non, je pense pas. Ni le président Hollande. Vous pensez...
Non. Vous ne pensez pas qu'il y a un petit peu une... Je pense qu'au niveau de la France, en tout cas, au sein du ministère de la Défense, des gens connaissent tout de Tiaroy. Oui, mais le président sénégalais, quand même, doit être au courant du massacre de Tiaroy. Il faut qu'il soit au courant, vraiment. S'il ne l'est pas déjà. Je suis pas certaine, je ne sais pas. De l'ampleur, en tout cas, il est peut-être pas au courant de l'ampleur. Voilà. Oui, mais du massacre. Il est au courant du massacre, d'accord. Mais pas de la machination qui a conduit à camoufler le nombre de morts et tout ça. Ça, je pense que c'est impossible. Madame Mabon, je veux dire, si les premières victimes, donc c'est les tirailleurs sénégalais qui ont été tués le 1er décembre 1944. Ils avaient des familles. Aujourd'hui, on imagine qu'elles sont dans le désarroi total. Elles ne savent absolument pas où sont enterrés leurs parents. Dans votre travail de recherche, est-ce que vous avez rencontré des familles de victimes? Est-ce que vous avez des témoignages poignants à nous raconter? Alors, il y a d'abord les familles des condamnés, il y a les familles des victimes. Moi, j'ai retrouvé un seul fils direct d'une victime de Tiaroy, parce qu'il faut qu'il soit né avant 1939, puisque avant qu'ils aillent combattre contre l'ennemi allemand. Donc j'ai retrouvé, c'est Biram Sangor, qui pendant des années a écrit en 70, en 83 pour demander des explications sur la mort de son père et ses droits par rapport à, parce qu'il était devenu orphelin de père. Et pratiquement jamais on lui a répondu, ni les autorités sénégalaises, ni les autorités françaises. Il a écrit encore en 2015 au ministre de la Défense, quand il a su que son père n'était pas enterré dans le cimetière de Tiaroy, mais dans une fosse commune certainement recouverte par un dépôt d'ordures. Pour cette personne-là et pour tous les autres qui représentent du coup, il faut absolument que la vérité soit dite, qu'on lui dise exactement qu'est-ce qui s'est passé à Tiaroy. On en sait beaucoup maintenant, mais lui, il réclame l'exhumation du corps de son père, qui se repose au cimetière militaire de Tiaroy et qu'il ait la reconnaissance de mort pour la France. Puisque dans les archives, dans les dossiers donc personnels de ces 5 victimes que j'ai retrouvées, il y a apposé la mention « n'a pas le droit à la mention mort pour la France ». Pourquoi ? Parce qu'ils sont considérés comme des mutins. En 2015, 2016, ils sont toujours officiellement considérés comme des mutins. Et qu'est-ce qui vous a aujourd'hui persuadé que ce n'était pas une mutinerie? Je veux dire, quelles informations prouvent aujourd'hui que c'était des hommes qui n'étaient pas armés? C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement d'incohérences dans l'écriture des rapports. On voit bien qu'ils ont été écrits sur ordre, un peu rapidement. Donc en fait, il y a des contradictions flagrantes. Et on voit bien qu'ils ont remplacé le tir des salves en l'air par le tir des mutins pour essayer de montrer qu'il y avait... Et puis ils ne possédaient pas ni de grenades, ni de mitraillettes, etc. Donc tout ça, c'est une confrontation de tous les documents qui fait émerger que c'est une machination terrible qui a quand même abouti à la condamnation de 34 personnes innocentes de tout crime. Donc c'est pour ça qu'il faut des procès en révision aussi pour les innocentés. Madame Mabon, vous êtes au Sénégal encore pour combien de temps? Je repars le 25 février, donc c'est très rapide. Et du coup, on imagine que vous piétinez un petit peu, comme vous n'avez pas accès aux archives. Je n'ai pas les archives. Je reviendrai. J'espère que votre message sera entendu. En tout cas, je vois l'émotion quand vous parlez de ce sujet. Pour moi, c'est être au Sénégal, parce que j'ai attendu longtemps avant de venir au Sénégal. Il fallait que j'aboutisse, que mon travail soit plus solide, bien armé du coup. Et justement, j'aimerais juste prendre un petit peu de temps pour que vous nous racontiez un petit peu, juste rapidement, votre histoire avec le Sénégal. Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous intéresser autant au peuple sénégalais et à vouloir porter sa voix? Non, moi j'ai fait juste un travail d'historienne. Je travaillais sur les prisonniers de guerre indigènes et obligatoirement je n'ai pas esquivé le massacre de Tiaroy. Mais je sais que des historiens en France il y a des négationnistes. Donc qui voient les mêmes archives que moi, mais les mettent de côté pour faire croire toujours à une mutinerie et une rébellion armée. Donc je suis obligée de me défendre aussi d'attaques d'historiens. Mais je sais pas, oui, j'ai une histoire peut-être de cœur avec le Sénégal aussi. Avec le Sénégal. Oui. Madame Mabon, merci infiniment d'avoir été notre invitée. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bon courage, surtout dans votre travail de recherche qui s'annonce compliqué. Pour rappeler aux téléspectateurs, vous êtes l'auteur de Prisonniers de guerre indigènes, visage oublié de la France occupée. Merci encore d'avoir été notre invité. Merci à vous surtout.
On continue ce journal à présent. Selon le Forum civil, il y a une rupture du dialogue politique au Sénégal. D'après l'organisation, le chef de l'État n'aurait pas dû annoncer la date du référendum sans consulter les hommes politiques et ceux de la société civile. Autre point abordé, la représentativité de l'Assemblée nationale. Pour mieux choisir les députés, le Forum civil propose la mise en place d'assemblées locales. Cher Anta Diop. Ils étaient tous là, un bon parterre de leaders de partis politiques, des imams, les religieux, la société civile, pour répondre à l'appel du Forum civil. Ils ont cogité sur les réformes institutionnelles et le dialogue social. Chacun a donné son point de vue. Par rapport au référendum, le Forum civil est catégorique. Donc aujourd'hui, la position du Forum, c'est que par rapport au référendum, l'urgence ne s'impose pas. On ne peut pas décréter un référendum pour le 20 mars sans consultation préalable. Toutes les réformes majeures de ce pays, il y a eu des consensus forts. Prenons le cas du code électoral de 92. C'était un consensus fort entre tous les acteurs. Donc aujourd'hui, je pense que depuis 2012, il y a une rupture du dialogue politique. Il faudrait que nos gouvernants sachent distinguer le temps des élections, le temps du mandat et le temps du développement. Mais de 2012 à 2016, nous sommes dans une campagne électorale permanente. Parce que pour un seul point qui concerne la réduction du mandat présidentiel, ça ne valait pas cette peine. La légitimité appartient au peuple sénégalais. C'est le peuple sénégalais qui a cette souveraineté. Donc nous, au niveau du Forum civil, on se dit d'abord, il faut ce consensus, il faudrait repousser ce référendum, il faudrait mettre d'autres points. Ce qu'a fait le président, il y a eu des avancées, les candidatures indépendantes comme dans d'autres points, mais il y a eu des points aussi, des faiblesses. Et je pense qu'à ce niveau, par exemple, la fonction du chef d'État, chef de parti, c'est un problème qui est là. Le palais de la République a toujours été transformé en maison du parti, quel que soit le régime. Ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale, c'est désastreux, c'est déplorable, c'est vraiment indigne d'un état de droit. Donc aujourd'hui, il faudrait des parlements territoriaux où la représentation ou de dignes représentants seront l'émanation même de ces collectivités locales. Cette rencontre a été marquée par un panel animé par le professeur Abdoulaye Dieye, rapporteur de la Commission nationale de réforme des instituts. Le guide religieux Serigne Modou Kara Mbacké annonce une conférence publique suivie d'une conférence de presse le 3 mars à la place de l'Obélisque. Ce sera l'occasion pour le guide du mouvement Bamba FEP et leader du PVD de donner les grandes lignes de la nouvelle constitution qu'il veut proposer et qui s'appuiera essentiellement sur le protocole de Dieu. Voilà, suivant ce reportage de Mame Biram Diouf. Dissolution de l'Assemblée nationale, organisation d'élections législatives anticipées avant fin 2016. Le leader du PVD, qui reste ferme sur sa position, appelle aussi à voter non au référendum du 20 mars prochain, car selon lui, le Sénégal n'est pas doté d'une constitution digne de son nom, qui prend en compte les aspirations et les valeurs qui nous sont chères. Nous sommes là sur terre pour une mission bien définie. Dieu a tracé pour nous une voie que nous devons suivre. Une voie fondée notamment sur les valeurs de partage, d'entraide et de solidarité. Nous sommes formellement opposés au référendum et nous appelons tous nos militants et sympathisants à voter non. Il faut que ce soit clair. Un mandat de 7 ou 5 ans, cela importe peu. L'essentiel est qu'un chef de l'État comprenne son rôle et ses responsabilités et les remplisse pour le bien de tous. Dans ce domaine, il faut saluer encore la constance de Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni, qui a toujours considéré que ce n'était pas la peine de réduire le mandat. Au-delà du problème du référendum de ce 30 mars, il y a toute une réponse du Sénégal qui devrait dire non au tripatouillage politique, non à la politique politicienne. Il faudrait qu'on vienne à un système de démocratie vraiment parfait. Ainsi, pour une massification du parti est né depuis le 14 février dernier, le mouvement des jeunes qui compte vulgariser les valeurs de la formation. Nous sommes en train de massifier le mouvement et qui va contribuer vraiment à booster le Parti de la vérité pour le développement. Serigne Modou Kara Mbacké pour une nouvelle constitution le 3 mars prochain retenu pour sa vulgarisation à la place de l'Obélisque. Moussa Fagnas dit Matei pour exprimer son soutien au président Macky Sall, des propos qui suscitent la polémique. Le journaliste et consultant Adama Gaye dénonce un manque de sagesse. Le député Zator-Mbaye et membre de l'AFP, lui, minimise et parle d'incompréhension. Chérif Dia et Mardian. man la ñu laaj man maa war li ma xalaat ma def sama choix teg ko ci loo xam ne conseil constitutionnel moo wax ne nii la
te ma laajoon leen seen xalaat ku ñëw ne ma lu tax nga tànn lii waaye ma tey tànn li ma tànn. Un soutien sans réserve du président de l'Assemblée nationale qui lui vaut aujourd'hui une vague de critiques. Il a le droit de soutenir qui il veut, y compris le président Macky Sall. C'est sa liberté d'homme politique et en démocratie, c'est normal qu'il y ait des opinions divergentes. Mais de là à utiliser des formules lapidaires, comme vous le dites, ça c'est pas une très bonne chose. En démocratie, les réflexions doivent prendre le dessus sur les réflexes. C'est peut-être parce que les circonstances font qu'aujourd'hui, le climat est tellement tendu, les réponses attendues aux problèmes du pays ne sont pas trouvées jusqu'à présent, et il y a effectivement une tentation à perdre ses nerfs. Le député Zator Mbaye vole au secours de son mentor et reprécise sa pensée. Les gens aiment s'attarder sur des détails. Le président Moustapha Niasse n'est pas un homme insolent, mais il a dit dans le sens de vouloir montrer aux gens que justement, il a le droit, en tant que citoyen tout court, mais de prendre une option. Et par rapport à ce droit-là, personne ne peut lui dénier justement ce droit de dire que je préfère oui à non. Certains disent ne pas être surpris par ce dérapage du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, décrit par ses proches comme un sage. Écoutez, à son âge, à 76 ans, je ne serai pas celui qui va lui donner des leçons de comportement. Mais il est vrai qu'il a eu un passé, pour dire le moins, turbulent quand il était des jeunesses socialistes. Et par la suite, son pugilat à l'Assemblée, lors d'un conseil des ministres avec un autre ministre, est très connu. Il n'a aucun passé belliqueux. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale est un homme tout court, comme nous autres, qui a un wolof profond, un français profond. Et à chaque fois qu'il tire un mot, certains peuvent l'interpréter d'une manière ou d'une autre. Mais je ne pense pas que l'objectif pour lui soit vraiment de frustrer les concitoyens sénégalais, parce que c'est un homme respectueux, un homme respectable, un homme justement qui a fait 60 ans de vie politique pratiquement. C'est pas celui qui va se mettre là aujourd'hui pour frustrer nos concitoyens sénégalais. La tension monte au fur et à mesure que le référendum approche. Nous restons avec Adama Gaye qui s'est prononcé sur le référendum fixé au 20 mars prochain. Pour le journaliste et consultant, ce serait une erreur de s'abstenir, raison pour laquelle il milite en faveur du vote du non. Écoutons Adama Gaye, il est au micro de Chérifia. Moi, je suis très clair. J'étais pour un vote positif, un oui, pour ce référendum lorsque la déclaration du 31 décembre a été faite. Parce qu'il me semblait qu'un référendum organisé sous ces auspices-là allait être une bonne chose pour débloquer l'impasse politique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Cela aurait permis, à mon avis, d'organiser des élections législatives l'année prochaine et une présidentielle qui permettrait de rebattre les cartes, de faire une reclassification politique et de donner au pays un nouveau pacte et une nouvelle orientation. Le fait qu'aujourd'hui, le référendum qui est proposé enlève cette perspective d'une élection présidentielle pour l'année prochaine, s'appuie sur des considérations, j'allais dire, politiciennes, avec l'utilisation d'un conseil constitutionnel qui n'a pas toujours fait montre du... Le Sénégal et la Mauritanie main dans la main pour la conservation de la biodiversité. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable et son homologue mauritanien se sont rendus au Parc national des oiseaux dans la région de Saint-Louis afin de protéger les 366 espèces vivant dans cette zone frontalière. La Mauritanie et le Sénégal s'engagent à renforcer leur coopération. Plus de détails avec Ousseynou Diop et Habib Sek. Le ministre mauritanien de l'Environnement et du Développement durable est accueilli à Saint-Louis par son homologue sénégalais pour une visite de 2 jours. Les deux pays comptent unir leurs forces pour la conservation de la biodiversité. Ils se sont rendus au Parc national des oiseaux de Djoudj, qui est une zone frontalière avec une superficie de 16 000 hectares. Une visite productive pour la partie mauritanienne. Et pendant la visite, nous avons constaté sur le terrain beaucoup d'espèces d'oiseaux, d'animaux qui sont ici présents au niveau de ce parc. Et vraiment, nous avons été très contents de ce qui s'est passé en matière de conservation de la biodiversité au niveau du côté sénégalais. Donc, comme vous le savez, la Mauritanie et le Sénégal, c'est deux pays qui sont séparés seulement par le fleuve. Donc les espèces qui vivent au niveau de Djoudj, c'est les mêmes espèces qui vivent de l'autre côté de la Mauritanie, notamment dans le parc de Djaouling.
366 espèces migrants et résidents vivent dans le parc des oiseaux. Le Sénégal et la Mauritanie comptent nouer des partenariats pour la conservation de la biodiversité. Nous avons une compréhension commune de notre aire géographique. C'était pour cela que nous avons voulu initier cette visite, parce que c'est une aire transfrontalière que nous partageons. Les oiseaux ne connaissent pas de frontières. Le jour, parfois, ils sont en Mauritanie. Le soir, ils sont au Sénégal. Et donc, nous devrons faire des efforts communs pour améliorer la conservation de la biodiversité dans cette zone. Après le parc national des oiseaux, ce sera au tour de Gumbel. Les deux parties quittent le parc de Djoudj avec plusieurs idées pour la conservation de la biodiversité. Parlons littérature à présent. Comment renforcer l'indépendance de la magistrature au Sénégal? C'est le titre de l'ouvrage du juge Babacar Ngom. Après avoir présenté les règles d'indépendance de la justice affirmées par la Constitution, l'auteur se livre à une analyse poussée sur le sujet. Ibou Diouf et Mardien ont assisté à la séance de dédicace du livre reportage. Lorsqu'un juge s'interroge sur l'indépendance de la magistrature au Sénégal, cela peut faire l'objet d'un ouvrage. Le juge Babacar Ngom pose le débat. La première partie du livre insiste sur les garanties légales d'indépendance de la justice, notamment la règle des séparations des pouvoirs. Un pays démocratique, l'indicateur le plus parfait pour mesurer la démocratie, c'est le principe de la séparation des pouvoirs. Alors, les décisions de justice sont censées être prises au nom du peuple. Si les populations les contestent, il est en ce moment légitime de se poser la question, est-ce que le système assure une très bonne indépendance? Dans son livre, le juge a formulé des propositions de renforcement de l'indépendance de la magistrature sénégalaise. C'est pourquoi j'ai entrepris de faire la revue de la base de l'indépendance de la justice au Sénégal, trouver les limites, faire des propositions de réforme. C'est un peu l'objet de mon ouvrage. Il est également question dans cet ouvrage de s'interroger au principe de la soumission du juge qu'à l'autorité de la loi et de l'inamobilité du magistrat du siège. C'est la raison pour laquelle, pour une meilleure garantie de l'indépendance de la justice, il est possible d'imaginer de couper le garde des Sceaux, donc de ce lien qu'il a avec le parquet. Donc que le parquet retrouve son indépendance, et en ce moment il faut un magistrat qui va être investi de ce pouvoir de coordination du parquet. C'est ce que j'appelle le procureur général. Comment renforcer l'indépendance de la magistrature au Sénégal? Un livre du juge Babacar Ngom. Entre autres questions évoquées, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, la gestion de la carrière des magistrats et l'autonomie financière. Bienvenue dans la page des sports que nous ouvrons avec du football tenu en échec par Oroya AC de la Guinée au match aller du tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. L'AS Douane est persuadée de passer ce tour-ci si l'on en croit l'entraîneur Karim Segadiouf que je vous propose d'écouter au micro de Cher Sadibou Diarra. Ça nous sert vraiment de confort psychologique. Comme je l'ai dit, ça nous dit aussi que cette place, elle a été occupée par plusieurs équipes. Maintenant, pour rester à cette place, donc il va falloir maintenant aussi qu'on aille à Diourbel et c'est maintenant remporter le gain de match. Maintenant pour l'Afrique, ce sera une autre préparation, ce sera un autre discours parce que cette équipe du Orea, de Orea est très prenable. Je dis très prenable si on retrouve vraiment notre confiance, si on joue notre jeu sûr et certain, nous allons les éliminer. Et la douane a la culture des matchs extérieurs, que ce soit au niveau local et maintenant dans le passé, à l'extérieur. La douane est allée plusieurs fois gagner à l'extérieur dans le cadre des compétitions africaines. Supercoupe de la CAF, le tout-puissant Mazembe s'impose face à Étoile Sportive du Sahel sur la marque de 2-1. Deux derniers vainqueurs de la Ligue des Champions, le club de la République du Congo décroche ainsi sa 3e Supercoupe de la Coupe de la CAF.
Parlons de toute autre chose, de sport toujours, mais avec la randonnée pédestre de Grand Yoff. Les habitants de ce quartier réputé chaud veulent donner une image positive à la localité. La deuxième édition de cette randonnée a regroupé plusieurs centaines de participants. Je vous propose d'écouter l'un des organisateurs. Il s'appelle Elage Makanso. Grand Yoff, c'est des gens civilisés, c'est des gens aussi qui connaissent les bonnes manières, mais ensuite montrer par la même occasion que tous Grand Yoff, nous sommes ensemble et que nous faisons tout ce que nous faisons ensemble. Mais quand on dit Grand Yoff, un quartier réputé dangereux, je pense que c'est des choses qui viennent d'ailleurs. Parce que nous qui habitons à Grand Yoff, nous savons tout simplement que même s'il y a des choses qui se passent, ce n'est pas une chose spécialement Grand Yoffois, quoi. Je veux dire tout simplement par là, il ne faut pas que les gens aient tendance à taxer Grand Yoff de quartier dangereux ou pas, parce que en tant que Grand Yoffois, nous pouvons marcher jusqu'à 4h du matin, 5h du matin, sans nous inquiéter de Grand Yoff. Voilà pour la page des sports de ce journal. Ce soir, la rédaction vous invite à découvrir la communauté Balante, groupe socio-économique originaire de la Guinée-Bissau. La communauté Balante vit en Casamance, dans la région de Kolda. Avec son guide, Abdoulaye Diallo est parti à leur rencontre. Reportage. La communauté Balante est un des groupes ethniques de la Casamance naturelle dans le terroir et dans le Balantakunda, contrée située dans la région de Sédhiou. C'est un groupe socio-ethnique qui est majoritairement présent en Guinée-Bissau, notamment le nord de la Guinée-Bissau, à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Mais au niveau du Sénégal, ils sont majoritairement présents au niveau de la moyenne Casamance, particulièrement le département de Goudomp, plus connu sous le nom du Balantakunda. C'est d'ailleurs leur terroir, un terroir qui est d'ailleurs jadis occupé par la communauté Baynou. Mais aujourd'hui, ce sont les Balantes qui occupent ce terroir. Et ils sont aussi présents au niveau de la des sacrifices. Ça ne changera jamais. Parce que pour le Balante, revenir sur sa parole, c'est perdre une partie de son humanité. L'infidélité dans le couple est sévèrement punie chez les Balantes. Le respect, des valeurs qui fondent un couple dans la société Balante sont sacrées. Aujourd'hui, c'est dommage qu'on assiste à des mariages semi-modernes. Mais dans la société Balante, ça ne se passait pas comme ça. Quand le jour du mariage, d'ailleurs le repas du couple n'était pas préparé dans des ustensiles modernes que nous rencontrons aujourd'hui. Ils ont le repas qui est préparé dans des vases en terre cuite. Et en prenant ce repas, c'est comme si le couple avait prêté serment. Personne n'a le droit de trahir l'autre. Personne n'a le droit d'avoir des aventures extra-conjugales. Et s'il parvenait à transcender ces interdits, le mari ou la femme en mourrait. Les Balantes sont aussi de grands danseurs de balafon. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous de la rédaction, c'est à 0h avec le tout en images. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir.